Alors en ce qui concerne les définitions, qu'est-ce que la Grande Loge de France? Il y a deux définitions qui donnent deux voies différentes d'approche. La Grande Loge de France est un ordre initiatique et traditionnel fondé sur la fraternité. Première définition. La seconde définition, c'est une alliance d'hommes libres et éclairés, travaillant, et là je reprends la formule qu'a employée le frère Second Surveillant, à l'émancipation pacifique et progressive de l'humanité, et donc travaillant son émancipation spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle. Et on en parlera tout à l'heure, l'ordre des termes est fondamental car cela caractérise très exactement la démarche de la Grande Loge de France et la démarche du rite écossensien accepté, rite que pratique la Grande Loge de France, et qui, si ça la caractérise, ça veut dire que les autres rites ne s'intègrent pas rigoureusement dans cette perspective évolutive, spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle. Alors dire que l'on est un ordre, cela a bien évidemment une connotation qui est éminemment religieuse. On peut penser que les ordres sont religieux et on fait référence immédiatement à un ordre monastique. Les moines sont des ordres religieux. On peut également penser que nous sommes un ordre chevaleresque parce qu'il y avait des ordres de chevalerie, mais là encore, il n'y a ni dans l'un ni dans l'autre acception, nous ne sommes ni religieux, ni chevaleresque au sens moyenâgeux du terme. Par contre, on le verra également, il y a une dimension chevaleresque dans l'initiation maçonnique. Alors nous sommes un ordre parce que nous vivons, comme les ordres monastiques et comme les ordres religieux, selon une règle. On dirait qu'on vit selon, bien entendu, comme toute association, selon des règlements qu'on qualifie de règlements généraux en Grande Loge de France, comme une association, un règlement intérieur. Mais vivre selon une règle, ce n'est pas vivre selon des règlements d'association, contrairement à ce que parfois l'on pense, c'est vivre selon l'esprit du rite et vivre selon l'esprit de la Grande Loge de France. Et la véritable règle, c'est la règle du rite que nous pratiquons. Alors vous pourriez penser et me dire que si l'on vit selon un rite et selon des règles, on est dans une structure qui est tout à fait contraignante. Point du tout. Dire que l'on vit selon une règle, c'est tout simplement affirmer que nous sommes un ordre initiatique et cela permet de dire à contrario ce que nous ne sommes pas. Toutes les structures qui ne vivent pas selon une règle ne sont pas des structures maçonniques. Alors dire que l'on est une alliance d'hommes libres et éclairés, ça nous situe dans un autre plan, non pas dans le plan qui ferait référence à un ordre monastique ou chevaleresque de manière un peu différente, cela veut dire que nous sommes également des citoyens dans la cité. Une alliance d'hommes libres et éclairés, ça veut dire que nous vivons dans le siècle, comme tous les autres hommes, et c'est important car le franc-maçon est à la fois régulier, entre guillemets, non pas au sens où l'entendent nos amis anglo-saxons, mais régulier parce qu'il vit selon une règle, et en même temps séculier car il vit dans le siècle, avec les problèmes du siècle, les problèmes de sa famille, les problèmes de la société, et qu'à ce titre, il s'y intéresse et qu'il a à charge de transposer, de faire l'analyse de ce que lui offre l'initiation maçonnique pour, dans sa vie privée, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, politique, associative, pour se comporter dans cette vie-là comme ce qu'il a acquis au sein de sa loge dans la pratique initiatique lui a semblé le plus juste possible. Cela ne veut pas dire que nous faisons tous la même analyse de ce que nous retirons de la vie initiatique dans la loge. Cela veut dire simplement qu'une vie initiatique dans une loge maçonnique permet à chacun de se situer par rapport à un certain nombre de principes, on va dire éthiques au sens large, par rapport aux principes de justice, aux principes éventuellement religieux, aux principes de coexistence des religions, et qu'à partir de là, il est possible dans sa vie personnelle d'utiliser ce que l'on a appris pour améliorer sa vie personnelle. Cela veut dire également que, et c'est là un point essentiel, en Grande Loge de France, il n'y a pas et il n'y aura jamais de structure, de doctrine générale donnant des mots d'ordre, une manière de se comporter. La plupart des opinions sont possibles, sauf un certain nombre, on pourra en parler tout à l'heure. La Grande Loge de France ne donne aucun mot d'ordre, ne définit aucune ligne politique, quels que soient les sujets sur lesquels on peut être amené à travailler personnellement en dehors du temple. Par contre, elle donne un cadre général sur lequel nous réfléchissons tous ensemble,
Et à partir de ce cadre général, chacun d'entre nous est à même, dans sa vie personnelle, d'utiliser ce qu'il a compris du cadre général par rapport aux discussions qui ont eu lieu dans la loge pour se développer et travailler dans la cité. Ordre initiatique d'un côté, donc initiatique fondée sur la fraternité, je passe sur la fraternité, vous aurez certainement des questions là-dessus, et alliance d'hommes libres, le franc-maçon vit dans le temple et hors du temple. Alors parler d'un ordre initiatique suppose effectivement que l'on pourrait nous confondre avec un ordre religieux. Très clairement, il n'en est rien. Vivre dans la cité supposerait que l'on puisse être considéré comme membre d'un parti politique. Là encore, très clairement, il n'en est rien. Je pense que ces points sont fondamentaux et j'espère m'être bien fait comprendre sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'initiation? Qu'est-ce que c'est que l'initiation? L'initiation se définit de plusieurs manières. C'est une pratique qui est dans nos civilisations extrêmement répandue. Il y a de multiples types d'initiations. Il y a des initiations que l'on peut qualifier de sociales, des initiations qui sont des initiations de type religieux et des initiations qui sont de type philosophique. Certains ajoutent qu'il y a un quatrième type qui sont les initiations maçonniques. Personnellement, je pense qu'il y a 3 types d'initiations. Les initiations sociales, vous les connaissez tous. Nous en avons tous vécu, quelle que soit notre religion ou notre absence de religion. Faire sa bar mitzvah pour un enfant juif, c'est une initiation sociale, plus que religieuse. Faire sa première communion ou sa confirmation, ou le sacrement du mariage, c'est une initiation. Faire son service militaire dans le temps où le service militaire existait, c'était également une initiation. Ces initiations sociales sont tout venant et elles existent dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Il s'agit à chaque fois de passer de l'âge de l'enfant à l'âge de l'adolescent, puis de l'âge de l'adolescent à l'âge adulte, et puis vous imaginez la suite. Il y a des initiations qui sont des initiations religieuses. Dans les ordres religieux ou dans les églises, quelles qu'elles soient, il y a des initiations. L'ordination d'un prêtre est typiquement une initiation religieuse. Ce n'est pas autre chose. Les initiations dans les ordres monastiques cisterciens ou autres sont des initiations religieuses, avec des présupposés, des évolutions degré par degré. On ne devient pas père abbé d'une abbaye ni comme ça. Il faut d'abord être novice, et puis, vous voyez. Donc il y a des initiations religieuses. Les initiations philosophiques, ce sont des initiations qui sont multiples et qui sont essentiellement, comme leur nom l'indique, ce sont des initiations qui sont tournées vers l'acquisition de ce qu'on peut appeler l'art de la sagesse. Philosophos, c'est bien sûr aimer la sagesse. Toutes les initiations philosophiques sont des initiations qui sont tournées vers l'acquisition d'une certaine sagesse. Eh bien, l'initiation maçonnique fait partie, à mon sens, des initiations philosophiques. Du reste, c'est ayant toute là-dedans un de nos premiers rituels. Il s'agit d'acquérir l'art royal, c'est-à-dire, c'est précisé dans l'ordre de l'initiation, l'art de la sagesse. Il s'agit donc bien d'une initiation philosophique et pas d'autre chose. À quoi correspond donc cette initiation? Toutes les initiations philosophiques ont pour but essentiel de permettre à l'homme ou à la femme qui suit une démarche initiatique, progressivement, d'intégrer un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres de réflexion, des paramètres éthiques, des paramètres humanistes, de manière à changer un peu son comportement, on va le dire comme cela, de manière à peut-être à appréhender le monde avec un autre regard. L'un de nos anciens grands maîtres avait employé l'expression qui est très jolie de conversion du regard. On me dirait conversion, voilà encore un titre religieux. Non, il s'agissait d'une manifestation purement matérialiste, si je puis dire. Il s'agissait simplement de sortir du monde ordinaire, ce que nous faisons dans un cadre qui est fermé et où nous ne laissons pas entrer le monde ordinaire, et de commencer par, plutôt que de se préoccuper de l'extérieur, de commencer par de se préoccuper de l'intérieur de soi-même, d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est le propre de toute démarche philosophique. Et ensuite, ce qui prend beaucoup de temps, de retourner dans le monde extérieur pour le regarder à nouveau, mais le regarder avec un œil nouveau, avec un autre point de vue. Et c'est cela qu'il appelait la conversion du regard, et c'est bien cela que propose une démarche initiatique philosophique et une démarche initiatique maçonnique. C'est de se préoccuper, de changer son point de vue sur le monde, et donc de changer sa façon d'être dans le monde, sa façon d'être, et je le répéterai sans arrêt, d'abord avec soi-même, ensuite avec sa famille, dans sa société, dans son milieu professionnel, dans son milieu citoyen, et de faire en sorte que
le comportement se modifie un peu à la fois.